des plus graves inondations du siècle ravage le Soudan. La crue du Nil a déjà tué 60 personnes et fait plus de 2 millions de sinistrés. Radiesthésiste, mobilisation des amis, appel à l'armée. La famille de Pauline Lafont met tout en œuvre pour retrouver l'actrice disparue il y a plus de 72 heures. Pour 3 jours, Douarnenez se veut capitale de la voile, celle du temps jadis. 500 voiliers vont y faire la fête de la mer. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, la crue du Nil au Soudan. En 24 heures, les eaux du fleuve ont monté de 14 cm. C'est l'une des plus graves inondations de l'histoire du Soudan et de l'histoire du siècle. 2 millions de personnes sont sinistrées. À Khartoum, la capitale, plusieurs dizaines de personnes ont été entraînées par les eaux. Une catastrophe qui frappe l'un des pays les plus pauvres du monde. Pascal Deschamps. C'était le verger du Soudan. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un immense marécage de boue. En 10 jours, les paysans de cette région ont tout perdu, leurs maisons et leurs récoltes, des récoltes qui ne suffisaient déjà pas à nourrir la population d'un pays en majorité désertique. C'est ici, au nord de Khartoum, la capitale, que des pluies torrentielles ont dangereusement gonflé les eaux du Nil bleu. Depuis le 4 août, sa largeur a quadruplé. Résultat, des dizaines de morts, des centaines de milliers de sans-abri, des voies de communication déjà rares détruites, une ville entière, Aït Bara, coupée du monde, et un fleuve qui a atteint sa cote d'alerte et qui menace maintenant d'inonder le centre de Khartoum. Autre zone touchée, les faubourgs misérables de la capitale, là où s'entassent les réfugiés venus du sud, chassés par la famine et la guerre civile. Il faut maintenant nourrir et reloger près de 2 millions de sinistrés. Une fois encore, l'aide internationale a repris le chemin du Soudan, des vivres, des tentes, des couvertures. Mais une fois encore, des réfugiés se plaignent de la lenteur de l'approvisionnement. Omer Nouzeltine, le responsable des secours, explique: c'est vrai que certaines personnes n'ont pas reçu grand-chose, mais les zones sinistrées sont difficiles à atteindre. L'électricité a été coupée, mais peu à peu, nous arrivons à tout rétablir. Hier, les Soudanais avaient commencé à reprendre espoir. Les trompes d'eau de la nuit dernière ont réduit leurs efforts à zéro et déjà la pluie menace à nouveau. En Afghanistan, la résistance a de nouveau bombardé la capitale la nuit dernière. Les roquettes ont tué 5 civils, des femmes et des enfants. Une dizaine d'autres ont été blessés. Vous voyez ici les images que vient de nous faire parvenir la télévision de Kaboul. Malgré l'armée afghane, il semble de plus en plus évident que les rebelles occupent le terrain laissé libre par le retrait du corps expéditionnaire soviétique. 50 000 hommes de l'armée rouge auront quitté demain l'Afghanistan, conformément aux accords de Genève. Un retrait confirmé par les observateurs de l'ONU. Gilles Rabin. Ces commandos de l'armée rouge font une démonstration de leur technique de combat rapprochée à l'usage de leurs alliés communistes afghans. Former le plus vite possible un maximum de soldats capables de prendre leur relève sur le terrain, c'est aujourd'hui l'obsession des soviétiques en Afghanistan. Depuis le 15 mai, chaque fois qu'une garnison ou un groupe de combat soviétique se retire, les résistants attaquent les positions abandonnées. Toutes les grandes capitales provinciales de la montagne subissent les assauts permanents de la résistance qui harcèlent jusqu'à la frontière les convois de l'armée rouge. Malgré tout, les soviétiques ont tenu leurs engagements. Ils auront retiré près de 57 000 hommes, la moitié de leur corps expéditionnaire, avant la date du 15 août, une date butoir prévue par les accords de Genève sur l'Afghanistan. Les observateurs de l'ONU pensent cependant que le rythme des retraits soviétiques va se ralentir maintenant. Moscou, cherchant à maintenir le maximum de troupes possible jusqu'à l'arrivée de l'hiver afghan, qui donnera un délai supplémentaire au régime de Kaboul pour tenter de contenir la poussée de la résistance. Pas de liberté sans solidarité, c'était l'un des slogans entendus tout à l'heure. En Pologne, une manifestation à Gdańsk sur la côte baltique contre le pouvoir a dégénéré. Plusieurs centaines de Polonais ont affronté les forces de l'ordre. Selon des témoins, les miliciens auraient passé à tabac plusieurs manifestants. Lech Walesa participait à cette démonstration organisée devant l'église Sainte-Brigitte à Gdańsk. En Corée du Sud, on pourrait certes ne penser qu'aux Jeux Olympiques dont la cérémonie inaugurale aura lieu dans 5 semaines. Mais l'entêtement des étudiants à réclamer plus de démocratie et la réunification du pays a provoqué ce matin une nouvelle guerre de rue à Séoul. Louis Carzou. Pour le 3e jour consécutif, les étudiants se sont affrontés aux policiers anti-émeutes sur les principaux campus de Séoul. Cocktails incendiaires contre grenades lacrymogènes.
Les revendications des étudiants qualifiés de radicaux par le gouvernement sont toujours les mêmes. Réunification des deux Corées et départ des troupes américaines basées dans le pays depuis 1953. Les événements de ces derniers jours préparaient la marche qui doit avoir lieu lundi à Panmunjom où les étudiants des deux Corées doivent se rencontrer. Une rencontre interdite par le gouvernement sud-coréen. Le même gouvernement vient de libérer 1400 prisonniers politiques et compte de plus en plus sur l'isolement des étudiants au sein de la population. En majorité peu mobilisés sur le thème de la réunification, les Sud-Coréens semblent surtout soucieux à présent du bon déroulement des Jeux Olympiques qui doivent s'ouvrir le 17 septembre. La Birmanie est entrée dans une phase de trêve armée. Les rues de Rangoon ont retrouvé aujourd'hui leurs marchands et leurs piétons, la même où la semaine dernière la troupe tirait pour disperser les manifestants. Les opposants au régime, notamment les étudiants, attendent du successeur de Sin Win, le dictateur déchu, qu'il mette fin au système du parti unique et qu'il libère les détenus politiques. L'accalmie se traduit également sur les marchés où les produits de première nécessité, comme le riz, ont réapparu en quantité. Ce dimanche, la situation est très difficile dans les territoires occupés par Israël. À l'occasion de la nouvelle année musulmane, dans la bande de Gaza, la grève générale est très suivie et la répression menée par l'armée israélienne a fait ce seul week-end 3 morts, dont un garçon de 12 ans. Nicolas Jacobs. Patrouilles incessantes des forces armées israéliennes, grève générale très suivie à l'appel de la résistance islamique. Les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie ont vécu aujourd'hui sous haute tension le nouvel an musulman. Depuis hier, ces territoires sont à nouveau secoués par des manifestations violentes. Comme ici à Rafah, jets de pierre, cocktails Molotov, riposte des soldats israéliens, 2 morts par balle, dont un enfant du côté des manifestants. Ailleurs, un jeune garçon aurait été battu à mort, accusent aussi les Palestiniens. La raison de cette flambée de violence qui s'est prolongée ce matin, la mort de 2 Palestiniens dans un incendie criminel à Tel Aviv. Et l'instauration d'un couvre-feu n'a pas empêché la reprise de cette guerre des pierres qui dure maintenant depuis près de 8 mois. À quelques semaines du Conseil national palestinien, le numéro 2 de l'OLP, Abou Iyad, se prononce pour la formation d'un gouvernement dans les territoires occupés. Ce serait une réponse à la rupture des liens entre la Cisjordanie et la Jordanie décidée par le roi Hussein. Pour le numéro 2 de la centrale palestinienne, le programme de ce gouvernement pourrait intégrer à terme la reconnaissance mutuelle d'Israël et d'un État palestinien. Notre confrère britannique The Observer affirme que les otages anglais au Liban seront libérés dans les prochaines semaines. L'hebdomadaire cite une source iranienne. Ce serait le résultat le plus spectaculaire d'une mission de normalisation entre Londres et Téhéran menée actuellement par le Foreign Office. Voilà pour l'actualité très riche aujourd'hui à l'étranger. En France, la disparition de l'actrice Pauline Lafont il y a plus de 72 heures maintenant. Sur place dans les Cévennes, la famille mobilise tous les moyens. Pour l'instant, il n'y a pas d'explication et les témoignages sont contradictoires. Patrice Velay et Bernie Mériot. Mais où est donc passée Pauline? À Saint-André de Valborgne, la question est sur toutes les lèvres. 48 heures de recherche infructueuse pour gendarmes et pompiers. Aujourd'hui encore, les parents, les amis de la famille, les chasseurs du village ont battu la montagne, un travail interminable dans le maquis des Cévennes. 4 jours d'absence inexpliquée, au cœur de l'été, la famille garde le silence. Jeudi dernier, début de la matinée, Pauline part seule en balade, une marche à pied de quelques kilomètres comme à son habitude. La région, elle la connaît bien, c'est celle de son enfance, aucun risque a priori. Pourtant, elle ne reviendra pas, tout le secteur a été fouillé. Dès hier soir, les gendarmes ont arrêté les recherches. Au domicile de la famille Lafont ce soir, l'angoisse de l'attente se mêle à l'espoir de recueillir un témoignage. De leur côté, les gendarmes s'orientent vers une enquête classique. Fugue ou enlèvement sur le bord de la route suite à une mauvaise rencontre, aucune hypothèse n'est écartée. Même si, pour la famille, la disparition de Pauline sur un coup de tête reste tout à fait improbable. Bernadette Lafont, la mère de l'actrice, disait tout à l'heure son angoisse totale, ajoutant qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qui a pu se produire. Dans le Var, un commando de 7 hommes a réussi à piller plusieurs distributeurs de billets dans des agences bancaires la nuit dernière. Le butin est estimé à près de 3 millions de francs. Les malfrats avaient pris en otage un technicien du Crédit Agricole et sa femme enceinte, de même que plusieurs employés. La surveillance organisée sur les routes pour les retrouver, les auteurs de ce hold-up, n'a pour l'instant rien donné.
Demain, l'Assomption, la fête de Marie. À l'origine de ce jour chômé et donc de ce long week-end, il y a certes Napoléon qui marquait ainsi l'anniversaire de sa naissance. Mais tout a commencé avec le roi Louis XIII, à une époque de grande piété où l'on suivait les oracles pour mener les guerres, où l'on disait des neuvaines pour provoquer la fécondité, où l'on construisait des maîtres-autels à Notre-Dame. Valérie Fourniou. Un roi offre sa couronne. Gage ultime de la royauté à l'église, nous sommes le 15 août 1638, Louis XIII, roi de France et de Navarre, fait ce vœu. Prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets. Louis XIII demande l'oracle. La France est en pleine guerre d'Espagne et puis surtout il n'y a pas d'héritier à la couronne. Le roi sera entendu. Louis XIV naît quelques mois plus tard et les troupes françaises refoulent les Espagnols. Depuis, de royauté en république, le vœu de Louis XIII a subi quelques vicissitudes. Sous la Révolution, on a supprimé le 15 août, évidemment, fête religieuse, mais le consulat a rétabli le 15 août comme fête légale et Napoléon a institué le 15 août comme la Saint-Napoléon, ce qui fait que c'était une fête nationale encore. Et depuis jusqu'à Louis-Philippe, le 15 août a été fête nationale, avec procession, fête religieuse auxquelles les puissances civiles et religieuses devaient assister. Demain, 15 août, le cardinal Lustiger va renouer avec un rite vieux de 350 ans. Le célèbre vœu de Louis XIII, hérité d'un temps où la France était une monarchie et l'Église liée à son histoire. Imaginez, 35 000 sociétés y ont accès au paradis fiscal. L'ex-dictateur Marcos, le Philippin, y conserverait un peu d'argent. Nous sommes au Liechtenstein et Franz Joseph II fête aujourd'hui ses 50 ans de règne. C'est un record de longévité que n'atteint même pas l'empereur Hirohito, le japonais. Le Liechtenstein a 25 000 sujets. Les femmes y votent seulement depuis 1984. La monnaie y est le franc suisse et l'impératrice Sissi était la tante du prince actuel. Pour le reste, le reportage de Delphine de la Selle et de Franck Brisset. Seigneur de Schallenberg, comte de Vaduz, grand amateur de Rubens et de Van Dyck, Franz Joseph, deuxième du nom, est l'héritier du dernier vestige du Saint-Empire romain germanique. Liechtenstein, un nom qui résonne comme un coup de cravache pour cet État, l'un des plus petits et surtout l'un des plus riches du monde. Coincé entre le Rhin et l'Autriche, à 80 km de Zurich, la principauté alpine n'a rien d'un royaume d'opérette. Et pour les banquiers, hommes forts du pays, le Liechtenstein n'est pas uniquement paradis fiscal. Le Liechtensteinois est très travailleur et il économise. Il paye moins d'impôts qu'en Suisse. Presque chacun a sa maison. Il n'y a pas de chômeurs au Liechtenstein. Et même, on a tellement de travail que les Suisses et les Autrichiens viennent travailler chez nous. Les impôts au Liechtenstein sont d'ailleurs très bas. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était le pays le plus pauvre d'Europe. En 50 ans, Franz Joseph II et sa fortune en ont fait le champion du monde, du niveau de vie, de la prothèse dentaire et de l'impression de timbres postaux. Tout est trop simple, trop beau, et la politique n'échappe pas à cette règle. Il y a deux partis, les rouges et les noirs, mais il n'y a pas de vraies différences entre les partis. Les deux sont conservateurs et monarchistes, et on vote les uns ou les autres parce que le père a voté le même parti. C'est tout. Le Liechtenstein n'est pas qu'une simple boîte aux lettres pour quelques milliers de sociétés internationales attirées par une fiscalité bienveillante. Son prince, Franz Joseph II, est aussi l'un des hommes les plus riches d'Europe. Trésor du royaume, sa collection réunit des centaines de tableaux des plus grands maîtres de la peinture classique, Raphaël, Fragonard, ici des Rubens. C'est l'une des plus grandes et des plus anciennes collections privées du monde. Son histoire est liée à la dynastie des princes de Liechtenstein. Une histoire de 4 siècles. Tous les dirigeants du pays, les princes régnants ont possédé et enrichi cette collection. Aujourd'hui, elle est inestimable. Dernier détail, il n'y a pas de frontière entre la Suisse et ce pays sans pauvreté ni chômage. Alors si l'autoroute de vos vacances passe à proximité, levez le pied. Vous risqueriez de traverser sans vous en apercevoir cet État souverain qui fait très exactement 25 km de long sur 10 de large.
Et on dit liechtensteinois, une histoire en tout cas, et un pays à classer sous le terme générique prospérité. Il est des situations moins enviables où la crise économique fait de plus en plus de laissés pour compte. À quelques centaines de kilomètres du Liechtenstein, il y a la gare centrale de Rome. Marcel Tria. Eux ont vraiment abandonné tout espoir. Ils sont venus échouer ici, gare Termini, à 2 pas de tous ces trains qui partiront sans eux. Un café chaud, un sandwich, un peu d'amitié, les jeunes volontaires de Caritas, le secours catholique italien, ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Mais ils espèrent toujours trouver quelqu'un, par hasard, que l'on ait encore une chance de tirer vers le haut de la pente. Alors, ils l'entraînent ici, à l'Ostello, le logis des sans-logis, aménagé il y a 2 ans grâce à la ténacité de Monseigneur Diliegro et aux subventions de la mairie de Rome. Savino est un vieil habitué. Il ne dédaigne pas de temps en temps le linge et les draps propres de l'Ostello pour une nuit dans un vrai lit, sa façon à lui de se payer une petite fête. L'Ostello peut accueillir chaque nuit une 50aine d'hommes et une 30aine de femmes. À l'autre bout de la ville, la Mensa, le restaurant de Caritas, fournit chaque jour 1500 repas gratuits. Une goutte d'eau dans la misère de Rome. Plus de 70 000 étrangers en situation irrégulière, africains surtout, sont à la dérive dans la capitale italienne sans aucune ressource officielle. Il y a aussi 60 000 vieillards sans autre revenu que les 1800 francs par mois de la retraite des vieux. Les chômeurs, eux, n'ont droit qu'à 10 francs par jour environ. Les malades ne sont guère mieux traités, comme cet ancien concierge de 54 ans, rendu invalide par une hémiplégie et abandonné par sa famille. 50 francs par jour pour tenter de survivre. J'ai rien, regarde. Juste un billet de la loterie. Si je gagne, je deviens riche, alors je me paye la villa, la voiture, je me paye même une femme. Malheureusement, où dormez-vous? Dans ma voiture. Ma vieille voiture. Il y a bien la possibilité de demander en cas d'urgence une aide exceptionnelle, mais c'est au prix d'un combat harassant de plusieurs mois contre la bureaucratie la plus inerte d'Europe. Ce n'est pas vrai que l'État soit au service de tous. L'État s'intéresse de plus en plus aux secteurs qui rapportent et qui représentent des intérêts économiques. Et il s'intéresse de moins en moins aux difficultés et aux droits des gens les plus pauvres. Ceux-là, malheureusement, ne peuvent compter que sur les initiatives charitables. 2 ou 3 fois par semaine, les volontaires de la charité repartent combattre la misère qui se cache dans les replis de la nuit de Rome, presque sans armes. Nous allons parler maintenant d'un exploit à venir dans près de 3 mois. Ce sont les 100 jours hors du temps que la spéléologue Véronique Le Guen a décidé de passer dans un gouffre de l'Aveyron. C'est près de Millau. L'expérience est actuellement vieille de 4 jours et le cobaye a déjà perdu ses repères temporels. Claude Crespo. Quelques heures après avoir symboliquement renoncé à son bracelet-montre, Véronique Le Guen est déjà hors du temps. Hier, elle s'est réveillée à 13h30, après une nuit longue de 13 heures, passée avec sa peluche, et s'est couchée à 6h45, toujours avec la peluche. Bref, sans le repère du soleil et sans une montre, la dernière journée de Véronique a duré 28 heures. Michel Siffre est un peu étonné de ce rapide changement de rythme biologique, mais guère inquiet. C'est un phénomène normal, ça aurait des conséquences si nous la sortions de la caverne maintenant, parce que elle présenterait les mêmes troubles qu'un passager ou qu'un pilote qui fait un vol transméridien, par exemple Paris-San Francisco. Et il lui faudrait plusieurs semaines pour réadapter ses rythmes biologiques. Mais tant qu'elle reste comme ça dans cette situation, elle ne souffre pas du tout, elle est en position normale. En surface, dans ce laboratoire, toutes les activités de Véronique sont enregistrées. Les renseignements ainsi compilés permettront de servir de base d'étude à de nombreuses expériences, en particulier les cycles de la femme hors du temps, dans le cadre de la détection du cancer du sein et l'étude des rythmes de sommeil ainsi que leur désynchronisation. Un bien charmant cobaye, n'est-il pas? Et d'aucuns voudraient bien sans hésiter prendre la place soit de la peluche, soit des électrodes. Par exemple, Véronique Le Guen a 31 ans, elle est aussi plongeuse confirmée. Il lui reste donc plus de 2 mois et demi à passer sous terre dans son gouffre près de Millau, dans l'Aveyron.
Autant jadis, on parlait du misénier, du sloop ou du mât goélette ou du trois-mâts goélette. Aujourd'hui, on en parle encore, mais la vapeur et le moteur ont largement supplanté la voile. Jusqu'à demain, Douarnenez se veut capitale européenne de la voile traditionnelle, histoire de réconcilier les Français avec leur patrimoine maritime. Il y a dans la baie là-bas près de 600 voiliers venus du monde entier. Jean-Marc Bramy, Vincent Maillard. Le trois-mâts le plus célèbre de France, le Belém, croise majestueux dans la baie de Douarnenez. Il est, comme 600 autres voiliers, venu prouver qu'il n'existe de vraie marine qu'à voile. Enfin, au moins jusqu'à lundi, dans le port breton. Les élégants sloops anglais côtoient de modestes coques de noix, créant un étrange ballet pour la fête des bateaux traditionnels organisée par la revue Le Chasse-Marée. Le Sedov, star des mers, manque encore à l'appel du large. Mais pas la cancalaise. Ce matin, son équipage a pris le départ de la course, accompagné de l'habituel crachin breton. 28 hommes de bord manœuvrent avec ardeur un bateau long de 18 mètres, né dans la baie de Saint-Michel il y a plus d'un siècle. La cancalaise, c'est l'exacte réplique de ces légendaires bisquines qui se consacraient autrefois à la pêche au chalut et au dragage des huîtres entre Granville et Cancale. Maître Yvon, pilotin du voilier et marin pêcheur lui-même, en parle avec chaleur. C'est un spécimen unique, c'est la seule bisquine qui navigue pour le moment et qui a été conservée. Il y a eu une chance énorme, c'est que Jean Lebotte, c'était un universitaire de Rennes, a relevé les plans de la perle avant qu'elle soit détruite à la houle, à Cancale. Et il en a fait un livre qui nous a permis de reconstruire le bateau sans avoir à chercher, on avait absolument toutes les données nécessaires. La cancalaise n'a pas gagné la régate, ça ne fait rien. En marin tenace, les hommes hisseront de nouveau les voiles lundi. Effectivement, Douarnenez jusqu'à demain, fête de la mer. En sport, c'est la fin de la revue d'effectifs à Tours, au championnat de France d'athlétisme. Aujourd'hui, 2 records. Pascal Lefebvre améliore celui qu'il possédait déjà au javelot avec 81 mètres 48. Marie-Josée Pérec, quant à elle, améliore sur 400 mètres en 51 secondes et 31 centièmes. Le record détenu depuis 19 ans par Nicole Duclos. C'était à Athènes. Thierry Bols. Couloir 4, maillot blond cerclé de bleu, la nouvelle reine de l'athlétisme français, Marie-Josée Pérec. En réalisant 51 secondes, 35 centièmes sur 400 mètres, elle fait tomber un record détenu depuis 19 ans par Nicole Duclos. Marie-Jo avait 1 an, 4 mois et 10 jours au moment du record de Duclos. Un fantastique exploit pour cette athlète gracieuse qui réalise une course exemplaire. Elle termine en totale décontraction. 400 mètres en 51 secondes 36 centièmes, nouveau record de France, et c'est fantastique parce que l'ancien record date d'Athènes 1900. Tout d'abord, je viens de la Guadeloupe, je suis en France depuis 85 et le 400, cette année j'ai fait un 400 aux interclubs pour voir ce que c'était que les 400 mètres. Ah bon, c'est la première expérience cette année? Oui, et ensuite le deuxième 400 c'était à Lille. Et puis comme ça a bien marché, je me suis dit pourquoi pas le record de Nicole Duclos. Petite déception en revanche du côté de Gilles Quesnay-Hervé, ici en short rose au couloir numéro 4, dont on attendait beaucoup après sa brillante performance de Sestrières. Mais sans doute un peu démotivé, le Français réalise un temps peu conforme à ses dispositions actuelles. Il termine 3e, laissant le titre de champion de France à Daniel Sangouma. En moto, il y a eu aujourd'hui une nouvelle épreuve du championnat du monde en Suède. C'est l'Américain Lawson qui s'est imposé en 500 cm3. Le Français Sarron est 3e de cette catégorie. En 250 cm3, son frère Dominique Sarron finit également 3e. Derrière 2 Espagnols, celui qui gagne est l'Espagnol Cito Pons. Tiercé, écarté plus, c'était cet après-midi à Deauville, le tiercé. La combinaison gagnante est le 6-2-11. Elle rapporte pour 5 francs dans l'ordre 8 982 francs 50, dans un ordre différent 1796 francs et 50 centimes. Le quarté plus pour 6 francs, combinaison gagnante 6-2-11-9. Dans l'ordre 63 544 francs et 80 centimes, dans un ordre différent 3 175 francs et 20 centimes, le trio rapporte 511 francs et 20 centimes. C'est la fin de ce journal. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Laurent Cabrol pour une météo de 15 août qui doit être bonne malgré quelques orages. Vous aurez également un prochain rendez-vous d'information à 22h50, le journal par Bernard Pradino. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.